y a beaucoup de films que je ne veux plus jamais regarder parce que j'ai très honte. Donc il y a vraiment beaucoup de choses que je ne veux pas montrer et que personne ne découvre aujourd'hui. Mais la Cinémathèque française a vivement souhaité de tout montrer. Je lui ai dit à plusieurs reprises que je ne voulais pas et finalement la Cinémathèque a dit que ce n'était pas acceptable. Donc finalement tout va être montré. C'est très pénible. S'il y a un seul avantage, c'est que si on montre mes films très médiocres dès le début, tout le monde sait qu'en fait, quelqu'un de jeune qui fait des choses complètement inintéressantes et complètement nulles, s'il continue à travailler des années, finalement, ils font des films un peu nuls qu'au début. Alors, si on montre ça, ça peut peut-être encourager des jeunes réalisateurs, ou en tout cas des gens qui veulent devenir réalisateurs. Moi, je peux parler de cette époque. Alors, c'est vrai que quand j'étais étudiant à l'université, je réalisais des films en super vite, mais tous les réalisateurs dont vous avez cité les noms, en fait, ils sont issus des grands studios très réputés, traditionnels, dont Nikatsu. Et alors que moi, je réalisais des films dans mon coin en super vite. Et c'est pour ça que ces cinéastes-là se moquaient de moi. Il disait même que mais qu'est-ce que tu es bête de faire des films en super vite. En fait, ces gens-là, ils participaient vivement à des mouvements politiques quand ils étaient étudiants. Donc, ils me trouvaient très enfantin de faire des films super vite. Et du coup, je me suis vraiment un peu, enfin, je me suis révoltée, je me suis contestée et je me suis dit que bon, bah, s'ils se moquent de moi comme ça, je vais faire des films plus intéressants qu'eux. Et c'est vrai que ce sont des aînés que je respecte, mais je voulais vraiment les dépasser, je voulais aller au-delà. Donc évidemment, j'avais une relation amicale, une bonne relation, mais en même temps, j'ai le sentiment de contestation. C'est une question délicate, je ne sais pas si j'ai le droit de raconter, mais ça date déjà beaucoup, mais bon, je vais quand même en parler. Alors, oui, c'est vrai qu'à l'époque, même des jeunes qui faisaient des films en super vite, ils ont choisi ATG pour leur premier film. En fait, le fait enfin, de débuter les carrières avec un film de ATG, c'était une sorte de chemin qui était choisi par pas mal de gens. Et d'ailleurs, plusieurs réalisateurs de Director's Company m'ont dit aussi pourquoi tu ne fais pas un film avec ATG. Et évidemment, je n'étais absolument pas contre, mais en même temps, pour faire un film avec ATG, il fallait 2 ou 3 ans, alors que si je commençais avec un film de Pink, je pouvais tourner tout de suite. Évidemment, il y a des cahiers de charges assez restreints, donc il y a des limites, il y a des contraintes dans les films de Pink, mais comme ils m'ont dit que je pouvais même commencer le mois d'après, je n'ai absolument pas hésité une seconde et c'est comme ça que j'ai décidé de débuter avec un film de Pink. Dans les années 90, j'ai commencé à enseigner dans une école qui s'appelle Eigabi Gakko, c'est une école de cinéma privée. Et donc c'est là que j'ai enseigné et un de mes premiers étudiants est Takashi Shimizu. Au début, je ne m'intéressais pas du tout à enseigner le cinéma aux jeunes, mais en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait des études à l'université de Rikkyo et comme d'autres étudiants, il y avait donc Makoto Shinozaki ou Shinji Aoyama. Et dans cette faculté, il y avait un professeur qui s'appelle Shigehiko Hasumi, qui est un très grand critique de cinéma, qui avait vraiment sa vision de cinéma extrêmement intéressante. Donc j'étais très influencée par les cours de cinéma qu'il donnait. Alors l'université de Likyo n'était pas une faculté de cinéma, mais il y avait ces cours de cinéma de Hasumi. Et c'est là que j'ai découvert que finalement, non seulement des films, mais les écrits, ou des mots, ou des critiques peuvent très bien influencer des cinéastes.
Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé d'enseigner moi-même plus tard. C'est parce que j'ai eu cette bonne expérience à l'époque de l'université de Likkyo. Et je n'étais pas le seul à enseigner aux étudiants. Il y avait aussi Shinozaki et Aoyama aussi qui étaient plus tard aux côtés des professeurs, c'est-à-dire qui donnaient aussi les cours. Quand on me demande, oui, ça m'arrive d'écrire de temps en temps, mais je n'écris pas régulièrement. Alors quand j'apprécie le film et que quand j'écris des bonnes choses sur le film, ça ne me dérange pas. Mais dans le cas contraire, c'est-à-dire quand je n'aime pas le film et quand je dois vraiment critiquer ou dire du mal de ce film, ça doit amuser les lecteurs, mais je suis assez mal à l'aise parce que vu ma position, ça peut m'arriver de rencontrer le réalisateur de ce film dans des festivals par exemple. Et là c'est un peu gênant. Donc, à cause de ça, oui, je n'aime pas trop écrire du mal des films des autres, mais en tant que critique du cinéma, je sais que ce n'est pas une bonne chose. En fait, j'ai pris énormément de plaisir à faire des films qui étaient destinés au marché vidéo. En fait, je discutais beaucoup avec le scénariste, donc avec lui, on décidait plus ou moins la grande ligne des histoires. Par exemple, pour la série Shoot Yourself, il y avait 6 épisodes en tout. On a toujours travaillé avec l'acteur formidable qui s'appelle Sho Aikawa et qui lui aussi donnait beaucoup d'avis. Donc avec lui aussi, nous avons beaucoup discuté. Et plus on faisait des épisodes, plus on avait des idées d'expérimentation. Donc finalement, nous avons fait beaucoup d'essais, beaucoup d'expérimentations et c'était une expérience très plaisante et très riche et précieuse. Et heureusement, le producteur était quelqu'un de très ouvert, donc qui a accepté tout ce que nous disions. Ça me fait extrêmement plaisir d'entendre ça et d'entendre quelqu'un parler de Shoot Yourself. Parce que, en fait, comme je vous ai dit, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire des films, donc ce qu'on appelle au Japon V-cinéma, donc le cinéma destiné à la vidéo. Mais en même temps, moi j'avais l'impression de faire des vrais films, mais ces films n'ont jamais été traités comme des vrais films. C'est vrai que personne n'a dit du mal de ces films, mais en même temps, personne n'a dit de l'éloge à ces films non plus. Et j'ai fait aucune interview sur Shoot Yourself. Et je pense que ça fait maintenant 15 ans que j'ai fait cette série, mais personne n'avait parlé de ça, personne n'avait écrit, donc je suis presque émue de savoir qu'on peut parler ici même de cette série. Et en faisant des films donc de ce type, c'est-à-dire des films destinés au marché vidéo, j'ai bien compris que je pouvais faire des films avec beaucoup de liberté et c'est sûr que c'est ce qu'on voit dans les films que j'ai fait plus tard, c'est-à-dire Cure ou Charisma. À propos de Revenge, en fait, parmi tous mes films, parmi ma filmographie, en fait, ce sont des films que j'aime le plus. Et je ne m'attendais vraiment pas à parler de cette série ici. Et je ne suis pas sûre de pouvoir parler de cette série puisque ça fait très longtemps que j'ai réalisé. Mais en tout cas, tout d'abord, je veux vraiment vous remercier d'avoir cité ce titre. Alors à l'époque, puisque c'était des films destinés au marché vidéo, on n'avait pas vraiment les moyens de bien développer le projet, donc on peut dire qu'on n'avait pas vraiment décidé en détail à l'étape de développement. Mais en tout cas, l'idée était de faire un film sur un homme qui se venge. Et le producteur a demandé donc juste ça et il m'a demandé de faire un 2 volets. Et on a décidé que le premier volet serait écrit par Hiroshi Takahashi et le deuxième volet par moi-même.
Mais tous les deux, donc, nous étions d'accord de faire une histoire donc, sur la vengeance. En fait, la vengeance est une sorte d'happy end, mais en même temps, la personne qui s'est vengée se sent vide à la fin, puisqu'il peut de toute façon, même s'il se venge, il ne peut jamais retrouver le bonheur qu'il avait avant. Donc c'était ça en fait le concept du film. Et Takahashi et moi-même, nous avons commencé à écrire en même temps. Takahashi n'arrivait pas à finir et du coup finalement j'ai écrit plus vite que lui et j'ai fini le deuxième volet même avant que Takahashi finisse le premier volet. Donc j'ai écrit toute l'histoire du deuxième volet sans savoir ce qui s'est passé dans le premier volet. Donc moi je suis partie de l'idée que l'homme, le personnage principal recommence à se venger, donc c'est-à-dire qu'il se venge pour la deuxième fois avec les sentiments de vide parce qu'il s'est déjà vengé dans le premier volet. Mais encore une fois, j'ai écrit vraiment cette histoire sans savoir ce qui s'était passé avant. Et donc j'ai fini mon scénario et bien, enfin beaucoup plus tard, enfin Takahashi a fini d'écrire le premier volet. Et c'est là que j'ai appris qu'il s'agissait d'une histoire d'un policier qui a refusé de porter son arme, mais finalement qui a décidé de reprendre et il se venge. Donc tout ça, j'ai appris bien plus tard. Alors oui, il y a une continuité. En fait, Serpent's Path et Eyes of the Spider ont été... en fait, il y avait donc ces deux projets comme troisième et quatrième volet de Revenge. Mais entre-temps, il y a eu le changement de maison de production, etc. Et du coup, finalement, c'est devenu des films qui ne faisaient pas partie, qui n'ont pas fini finalement, qui n'ont pas fait partie de la série de Revenge. Mais en tout cas, c'était troisième, normalement, c'était le troisième et quatrième volet de Revenge. Et donc on peut même considérer les deux premiers de Revenge et ces deux films comme une série à 4 épisodes. Et à cette époque-là, en parallèle, je réalisais Cure aussi. Donc à l'époque, je travaillais et je tournais énormément. Et pour Eyes of the Spider, comme encore une fois Takahashi prenait énormément de temps à écrire, finalement j'ai écrit moi-même sans savoir ce qu'il allait écrire pour l'histoire Serpent's Path. Et encore une fois, j'ai utilisé le personnage qui s'est vengé à plusieurs reprises mais qui se sent vide et qui est à la recherche à nouveau du sens de vie, c'est-à-dire encore une fois associer quelqu'un. Et je ne m'intéressais pas finalement à ce que Takahashi allait écrire, puisque de toute façon c'est un personnage qui s'est déjà vengé plusieurs fois et qui se sent vide. Non, en fait, pour moi, il n'y avait pas beaucoup de différence entre le travail à la télévision et le travail au cinéma. C'est vrai que j'ai tourné pas mal de téléfilms, en tout cas drama à la télévision, puisque parfois ce n'était pas évident d'avancer des projets pour le cinéma et du coup voilà, j'ai décidé de travailler de temps en temps pour la télévision, mais vraiment ce n'était pas du tout différent. Évidemment le contenu est différent et bien sûr que la durée est différente et il y a certaines contraintes comme il y a les insertions de spots publicitaires plusieurs fois dans le film, mais au niveau de tournage, au niveau de la façon de faire des films, c'était exactement la même chose. Donc c'était une expérience très stimulante. D'ailleurs, j'ai pu faire même des expérimentations qui ont finalement beaucoup servi pour mes films postérieurs. Par exemple, comment on peut montrer les fantômes de manière plus terrifiante. Et là, ça, par exemple, j'ai fait des expérimentations pour la première fois à la télévision.
Je n'ai jamais pensé moi-même à faire plusieurs épisodes de Hanako-san. En fait, Hanako-san est une histoire bien connue au Japon et en fait, elle est traitée comme ce qu'on appelle légende urbaine. Donc, beaucoup d'enfants aiment ce type d'histoire et le personnage de Hanako. C'est pour ça que ça m'est arrivé de réaliser plusieurs films d'horreur dont l'histoire se déroule dans les écoles. Et c'est pour ça que c'est vraiment le producteur qui m'a proposé chaque fois de faire les épisodes de Hanako-san, puisque voilà, c'est un sujet qui plaît à tout le monde et qui est assez récurrent. Et même si je n'ai pas choisi moi-même de faire ça, finalement, ça a été une expérience très riche pour moi, puisque j'ai utilisé les personnages avec les cheveux longs, avec les cheveux noirs longs, vêtus d'un vêtement rouge et qui marche lentement. Et donc ce fantôme, en fait, j'utilise dans d'autres films, les films de cinéma aussi. Donc j'ai pu faire des expérimentations de ce personnage de fantôme dans cette série de Hanako-san et qui a été finalement bien utile pour les films de cinéma.